Bonjour à tous. Donc, bienvenue sur cette conférence qui sera intégralement consacrée à la nouvelle norme NFX 46020, norme du repérage amiante, bien entendu, norme qui concerne au premier plan les opérateurs de repérage. Est-ce que vous m'entendez correctement ? Oui. Mais qui va impacter aussi toute la chaîne amiante. Et c'est ce qu'on souhaite montrer à travers cette conférence. En petit préambule, ce n'était pas inscrit dans le programme, mais à la suite de cette conférence, il y aura une présentation de l'OPP-BTP sur la campagne carto-amiante. Donc, je vous invite à rester en place. On enchaînera immédiatement à 16h sur cette présentation de l'OPP-BTP. Je vais commencer peut-être par présenter nos différents intervenants. Stéphane Prouzeau, qui est représentant de la Fédération interprofessionnelle du diagnostic immobilier, également président de RTMIS. À sa droite, Thierry Marchand, président de la Chambre des diagnostiqueurs de la FNAIM. Et à toute droite, Michel Galzin, qui représente le CIRTA, syndicat des entreprises de retrait et de traitement de l'amiante. En préambule, on va peut-être revenir un petit peu sur l'historique très brièvement, je vous rassure, sur l'historique de la norme NFX 46020, norme qui a mis beaucoup de temps à accoucher, on le voit, puisque les travaux de révision ont commencé dès 2012-2013. Et on parlait même déjà de révision de la norme auparavant. Cette norme, elle a connu quand même, les travaux ont connu quand même quelques aléas. Il y a eu d'abord de vives discussions sur l'introduction de la technologie spectrométrie proche infrarouge. Donc tout ça, il y a eu des débats, des discussions, ça a retardé un petit peu cette norme. Ensuite, il y a eu également d'autres discussions sur les modèles de rapport. Rien n'est jamais simple au sein de la commission normative amiante. Et enfin, finalement, au bout de 4 ans de travaux, cette norme a été mise en enquête publique en 2016. Et là, coup de théâtre, la DGT, qui jusque-là était restée très discrète dans l'élaboration de cette norme, qui intervient. Pourquoi ? Parce que, entre-temps, en août 2016, on a la promulgation de la loi travail et enfin l'inscription de l'avant-travaux dans la réglementation. Vœu qui était cher à la DGT depuis de nombreuses années. Donc du coup, la norme a à nouveau pris 1 an de retard. Finalement, 1 an plus tard, la voilà, en juillet 2017, publication de la norme. Enfin, application, alors on en parlera plus tard, mais annoncée avec une mise en application pour les marchés publics depuis le 1er octobre. Je vous propose également, à présent, de rentrer peut-être dans le vif du sujet, et de voir sur le papier quelles sont un peu les principales évolutions de cette norme depuis la précédente version qui remontait à 2008. Notamment la ZPSO. Et il y aura sans doute des questions, je l'espère du moins. Je vous propose de tout regrouper en fin de séance. Et puis là, on a prévu un petit temps d'une quinzaine, vingtaine de minutes pour pouvoir répondre à toutes ces questions. Pour parler de la ZPSO, je vais laisser la parole à Thierry Marchand pour nous présenter un petit peu ce qu'est la zone présentant des similitudes d'ouvrage. Alors, la ZPSO, c'est effectivement un nouvel élément dans la norme. La nouvelle norme 46020 n'a pas fondamentalement changé par rapport à l'ancienne norme, malgré ce que l'on peut voir de ci, de là. Mais la ZPSO est un élément majeur. La ZPSO détermine les zones de similitude d'ouvrage, et ces zones sont détectées par rapport à une par rapport à une recherche et par rapport à des sondages qu'on va effectuer. Le premier élément que l'on doit réaliser lorsqu'on fait une action de repérage, c'est qu'on doit rechercher un élément témoin dans une zone. Alors, qu'est-ce qu'une zone de similitude d'ouvrage ? Le P, j'arrive jamais à m'en rappeler, même en étant à la norme.
C'est-à-dire qu'on doit rechercher une zone caractéristique. Alors vous avez, la norme répond à toutes les exigences, c'est-à-dire vente, exigence réalisation d'un DTA, exigence travaux, exigence démolition. Il est vrai que dans certains cas, la ZPSO va peut-être être difficile à mettre en œuvre, mais malgré tout, elle doit être mise en œuvre. Une zone de similitude d'ouvrage, c'est par exemple un ensemble de dalles de sol dans on va dire dans un appartement. Vous avez aujourd'hui, je prends toujours cet exemple-là, si vous avez par exemple dans un appartement 3 chambres et un couloir. Elles ont toutes les mêmes dalles de sol. La dalle de sol du couloir est réalisée par rapport à une ZPSO. Les autres chambres qui ont des mêmes dalles de sol sont une autre ZPSO. Et là, nous avons 2 catégories de ZPSO. Pour qu'une ZPSO soit définie, il faut qu'on ait une partie d'ouvrage identique. Donc on va rechercher les mêmes parties d'ouvrage, évidemment, identiques. Il faut qu'on détermine et qu'on recherche un élément témoin. Cet élément témoin va nous définir si cet élément témoin est amianté, la ZPSO caractéristique de cet élément témoin sera amiantée. Alors c'est le cas d'une dalle de sol, ça peut être le cas d'une paillasse, de faïence, de la colle sur des faïences. Vous avez 2 types de ZPSO, vous avez la ZPSO continue et la ZPSO discontinue. C'est rigoureusement la même chose, à part un point, c'est que vous avez une coupure entre une ZPSO continue, un ensemble de pièces continues, qu'on peut prendre des salles de classe qui sont liées. Si elles sont discontinues par des cloisons, ça devient donc une ZPSO discontinue. Vous avez la ZPSO, donc on peut la réaliser sur l'ensemble des missions. Il ne faut pas confondre ce que les diagnostiqueurs peuvent éventuellement faire, c'est on a une connaissance de la zone homogène. La zone homogène qui est un élément qui détermine l'état de dégradation d'un élément amianté. Cette zone homogène, on l'a dans le diagnostic, dans les listes A et listes B. Ce sont des éléments réglementaires. Vous ne trouverez pas la notion de zone homogène dans la norme, puisqu'on est dans l'état de dégradation des matériaux. Afin de détecter qu'une zone de similitude d'ouvrage est amiantée, il va falloir faire un certain nombre de sondages. Alors, la notion de sondage dans la norme amiante est différente, à mon sens, que dans la norme précédente, puisqu'aujourd'hui, le sondage, c'est vraiment un élément qui est je relis un peu la norme, c'est une action pour permettre de vérifier que les échantillons sondés sont identiques. Donc, c'est vraiment une action. Ce n'est pas taper dans un mur, ce n'est pas avoir à utiliser un aimant pour savoir si on a en présence un conduit en fibrociment ou un conduit en fonte. C'est vraiment une action globale où on va prélever, on va analyser l'échantillon que nous allons prélever, c'est-à-dire est-ce qu'il y a de la colle, combien de couches, par exemple sur un carrelage, combien de couches de colle qu'on peut identifier, le substrat, etc., le plâtre ou un ragréage. Donc, une fois qu'on a bien observé ce sondage, on va être obligé de faire d'autres sondages dans les ZPSO. Donc, lorsqu'on est en zone ZPSO continue, on va se référer au tableau A1, savoir s'il faut faire un sondage, 2 sondages ou d'autres. Et lorsqu'on est en zone PSO discontinue, on va effectuer un sondage tous les 5 ZPSO. Est-ce qu'on peut dire justement que cette ZPSO permet d'encadrer davantage cette notion de sondage et de prélèvement afin peut-être qu'il n'y ait plus de confusion entre les deux, chose qui pouvait peut-être exister auparavant? Tout à fait, c'est vraiment 2 choses différentes, de bien comprendre l'action de prélever pour envoyer en laboratoire une analyse et l'action de vraiment définir un sondage, d'effectuer un sondage. Un sondage, je le répète, c'est pas poinçonner, c'est vraiment analyser un matériau qui peut contenir de l'amiante, un matériau et l'ensemble de la partie d'ouvrage qui contient de l'amiante. Le diagnostiqueur, et là, à mon sens, il y a une nouveauté sur laquelle il va falloir aller un peu plus loin dans l'explication, et ça sera peut-être l'objet d'un fascicule complémentaire au niveau de la norme, c'est d'aller travailler sur qu'est-ce qu'une stratégie, une stratégie à mettre en place quand on vient sur un chantier, je pense essentiellement au chantier amiante avant travaux et avant démolition. Il faut que le diagnostiqueur puisse mettre en place sa stratégie de sondage. Donc la visite, évidemment,
préalable est absolument nécessaire. On ne peut pas taper dans un diagnostic, une action de repérage, sans au préalable avoir fait une visite du chantier, avoir évidemment récupéré préalablement l'ensemble des programmes de repérage, enfin l'ensemble des programmes de travaux, le périmètre de travaux pour savoir où on va inspecter. Et c'est en fonction de cette visite qu'on va définir des zones de similitude d'ouvrage hypothétiques, parce que elles seront validées une fois qu'on aura le résultat de l'amiante, présence d'amiante ou absence d'amiante, par une action d'échantillon envoyé dans un laboratoire Cofrequet. Alors justement, si j'ai entendu parler, je ne fais pas partie de la commission normative, mais que cette notion de sondage, prélèvement, était liée aussi à l'introduction de la technologie spectrométrie proche infrarouge, qui a été quand même l'objet de vives discussions, même si ça fait finalement 2 lignes dans la norme. Alors, vous êtes peut-être rendu compte que dernièrement, la Cour de cassation a appelé sondage le fait de faire du bruit dans un mur. Un sondage sonore, pour la norme actuelle et pour l'ancienne norme, ce n'est pas un sondage. Un sondage, c'est vraiment une action. J'ai un matériau que je considère qu'il est susceptible de contenir de l'amiante, un matériau, une partie d'ouvrage, je l'analyse. Donc c'est ça l'action de sondage. Donc les appareils d'inspection sont divers. Ça peut être l'aimant, ça peut être évidemment taper sur un mur avec un matériau, avec un outil, et ensuite se rendre compte que ce mur peut contenir des plaques d'amiante, et à ce moment-là faire des investigations complémentaires. Mais il est certain que l'appareil que l'on pense, je pense à un certain appareil on dira pas le nom. On ne dira pas le nom, mais il y en a d'autres qui sont sur le marché qui peuvent arriver, sont des excellents outils, et là j'ai pas d'action chez Fondis, sont des excellents outils pour analyser pour aider à analyser une ZPSO. Mais ce n'est pas cet outil-là qui va définir qu'on est en présence ou en absence d'amiante. C'est vraiment une aide. Je pense surtout à des cloisons en plâtre ou des calicots en plâtre amiantés. Mais on aura au préalable déjà une information du laboratoire qui nous aura dit attention, là il y a de l'amiante sur cette zone-là. Maintenant, jusqu'où est-ce qu'on va sonder tous les murs, tous les 50 cm, tous les 1 mètre, tous les 10 mètres et c'est pas mon collègue des amiantoirs qui est à côté de moi va dire le contraire. C'est un excellent outil qui va nous éclairer sur comment je vais définir cette ZPSO et comment je vais la valider. Mais ça reste qu'un outil. Je n'utiliserai jamais le mot de sondage. C'est un outil d'aide à la décision. D'accord. Merci. Je fais une petite parenthèse, c'est quand même beaucoup de bruit pour rien. Hein, voilà, je fais la parenthèse et on passe au sujet suivant. Puis la transition en même temps, puisque je souhaitais justement vous céder la parole, M. Prouzeau, pour évoquer un autre sujet d'importance, me semble-t-il, dans cette norme. C'est une volonté également, c'est de renforcer la responsabilité du donneur d'ordre, qui transparaît justement au travers de toute cette nouvelle version. Oui, alors en théorie, il y a effectivement une responsabilité accrue du donneur d'ordre. Je dirais plutôt qu'on est sur une co-responsabilité et on est vraiment sur un process où le donneur d'ordre et l'opérateur de repérage doivent de plus en plus communiquer pour que l'on puisse faire correctement ce travail de repérage. Et pour que ce travail de repérage soit utilisé de façon optimum par le donneur d'ordre et le désamianteur. Ceux qui sont un peu pessimistes peuvent dire, bon, il y a effectivement dans cette norme un certain nombre d'éléments qui devraient permettre à l'opérateur de dire au donneur d'ordre, il faudrait que quelqu'un m'accompagne, il faudrait qu'il n'y ait plus personne sur les lieux, il faudrait. C'est-à-dire que si le donneur d'ordre ne veut pas faire, il ne fera pas. Et c'est là où je dis qu'il y a une co-responsabilité qui va, je pense, se mettre en place petit à petit. Parce que dans notre métier, on a 2 alliés pour certains, 2 personnes qui peuvent nous embêter pour d'autres, qui sont l'inspecteur du travail et la jurisprudence. Donc si, dans les prochains chantiers, nous n'arrivons pas à vraiment être ensemble, à co-traiter entre l'opérateur de repérage et le donneur d'ordre, il se peut qu'il ne se passe rien. Mais si, et ce que je pense, petit à petit, on va arriver à mieux
avoir ce co-traitement ensemble, on a une véritable responsabilité accrue des deux intervenants qui sont l'opérateur et le donneur d'ordre, et nous pensons que ce co-traitement servira aux désamianteurs pour mieux comprendre le marché. D'accord, donc on le voit donc sur le papier des évolutions significatives. Il y en a d'autres, mais on a voulu cibler vraiment sur deux qui nous paraissaient essentielles et principales. J'aurais souhaité savoir un petit peu quelles vont être concrètement sur le terrain pour les diagnostiqueurs, quelles seront un petit peu les implications de cette nouvelle norme dans l'organisation, la préparation de la mission, dans le déroulé. Donc ça tombe bien puisque nous avons des représentants de la filière de diagnostic. Monsieur Marchand, peut-être. Alors, l'organisation, elle est mieux encadrée par la norme. La norme définit plus clairement comment une mission de repérage doit être effectuée par le diagnostiqueur. En premier lieu, et lui donne en plus une forme de force vis-à-vis du donneur d'ordre pour enfin que le donneur d'ordre nous communique les éléments nécessaires, ce qui nous manque souvent. En premier lieu, on doit exiger même lors du devis, on doit absolument recevoir le périmètre des travaux. Donc je parle là dans le cadre de l'amiante avant travaux et avant démolition. Avant démolition, c'est un petit peu plus simple, mais avant travaux, on doit avoir absolument le périmètre de travaux que nous n'avons pas souvent. On doit également avoir obligatoirement le programme de travaux, parce que ce n'est pas la même chose. Et à partir de ces éléments-là, le diagnostiqueur va pouvoir établir son programme de repérage. Et son programme de repérage, il est précisé dans la norme que le donneur d'ordre peut donner un avis. Je ne sais pas quel avis il va pouvoir donner, mais c'est vrai que ça peut être intéressant. On peut avoir un échange. Est-ce que cet avis va l'engager, justement ? Oui, justement, ça va l'engager, puisque si ce programme de repérage est incorrect parce qu'on a mal compris le périmètre de travaux, on peut très bien avoir mal interprété si les documents sont un peu légers, là, le donneur d'ordre a quand même une obligation de recadrer la situation avec le diagnostiqueur, dire attendez, n'allez pas sur tel bâtiment, il faut faire simple, on n'intervient pas sur ce bâtiment ou sur telle zone. Donc l'organisation est vraiment plus importante. Le périmètre de repérage est très important puisqu'il y a des zones que l'on peut diagnostiquer, mais il y a aussi des conséquences sur d'autres zones qui ne sont pas dans le périmètre de repérage. Je peux penser à un plafond, si on vient intervenir sur un plafond je pense sur des éléments incrustés dans le plafond, on peut avoir des conséquences sur les locaux qui sont supérieurs. Donc il faut peut-être intervenir sur les locaux supérieurs pour s'en rendre compte et de réaliser des sondages destructifs. Donc il y a tous ces éléments-là qui sont nécessaires. Il faut absolument que le diagnostiqueur ait les plans du bâtiment. Donc là, c'est mis dans la norme. Je pense, sans dévoiler quoi que ce soit, ça sera également encore plus fort dans les arrêtés amiante avant travaux. Il nous faut absolument les plans. C'est une pratique courante aujourd'hui. Est-ce que les diagnostiqueurs se brouiller oui. Sur les chantiers importants, nous avons les plans. Hein, oui. Important. Oui, sur les chantiers importants, nous avons les plans aujourd'hui. Hein, sur les chantiers importants, on fait la prévisite. Sur les chantiers importants, on fait bien cette démarche avant travaux, ce plan. Et donc, je suis d'accord avec vous, mais aujourd'hui, de nombreux diagnostiqueurs travaillent déjà, de par la réglementation, sensiblement comme la norme l'indique. Tout à aussi. fait. Hein. C'est tout à fait vrai. Mais c'est vrai que la notion de plan, pour moi, je ne trouve pas suffisant. Mais beaucoup d'architectes, maintenant, lorsqu'ils font de la rénovation, préparent, heureusement, ont des plans d'intervention qui sont quand même beaucoup plus lisibles. Donc c'est un plus, il faut absolument que le diagnostiqueur puisse les utiliser. Donc je venais sur la visite préalable et également, il faut surtout... On le dit depuis des années dans notre métier, il faut quand même que cette visite préalable a comme avantage de demander aux donneurs d'ordre, aux propriétaires de libérer certaines zones. Il y a des zones où on ne peut pas accéder. C'est à ce moment-là qu'on va demander la possibilité d'accéder à certaines zones. Et il y a des zones qui ne sont pas possibles d'accès. La norme prend plus en compte ces possibilités d'inaccessibilité de zones. Ça peut être des vides sanitaires totalement inaccessibles. Et ce n'est pas avec les outils d'un diagnostiqueur, les moyens qu'un diagnostiqueur, même les moyens lourds, qu'on puisse intervenir. On ne pourra intervenir sur ces zones une fois que la démolition aura commencé. Et donc là, le désamianteur devra revenir vers le diagnostiqueur pour pouvoir compléter son travail de repérage.
Alors oui, c'est Voilà, ce qu'on appelle justement les investigations approfondies. Donc, justement. Alors, M. Couzeau, justement là-dessus, aussi, je voulais savoir un petit peu comment ça va se traduire en termes, justement, cette notion d'investigation approfondie. Est-ce que ça va demander plus de temps passé sur place, ce qui veut dire plus de temps, plus des coûts aussi peut-être Ah ben on va doubler, nous, le chiffre d'affaires. Hein. On est obligé. Hein. Ah bah oui, hein. Vous êtes d'accord? Pas pour les diagnostiqueurs, bien sûr. Mais je dirais, très concrètement, on a aussi sur les pré-rapports. Hein, sur les pré-rapports, il faut qu'on localise maintenant sur les plans les matériaux susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels l'opérateur de repérage n'a pu conclure à la présence ou à l'absence d'amiante. Ça, c'est un réel plus par rapport à avant, hein, où on mettait effectivement des pré-rapports, mais on n'allait pas jusque-là. Et là, il y a du travail en plus, réellement. Sur les analyses, la norme dit bien qu'il faut que l'on analyse chacune des couches. On avait tendance, de temps en temps, alors suivant le laboratoire, etc., mais à dire on envoie les 3 couches et puis si tout revient négatif, on dit que tout est négatif. Là, aujourd'hui, on nous demande vraiment à ce que chacune des couches soit analysée. Donc, comme on le disait tout à l'heure pour la responsabilité, si jamais nous appliquons l'amiante, la norme, excusez-moi, à la lettre, il y a véritablement un travail supplémentaire par rapport à ce que l'on fait actuellement. Et pourtant, aujourd'hui, on fait de mieux en mieux ce travail et on n'a pas à rougir sur la plupart du travail. Maintenant, si on applique la norme de façon minimaliste, entre guillemets, et j'ai bien dit qu'on l'applique, hein, le travail n'est pas réellement différent de ce que l'on fait la plupart du temps. Donc, on va, je pense, arriver à un meilleur travail en co-responsabilité avec le donneur d'ordre, pour arriver à un meilleur travail aussi à donner aux désamianteurs, et on en parlait tout à l'heure avec M. Galzin, où il faut là qu'on ait un travail à faire avec les désamianteurs pour que les désamianteurs utilisent mieux nos rapports. Parce qu'il y a une grosse différence entre ce que le diagnostiqueur donne et qu'il a fait en ayant bien travaillé, en ayant même respecté la nouvelle norme, et la lisibilité du rapport. On a un certain nombre de rapports aujourd'hui qui ne sont pas assez lisibles pour le diagnostiqueur, pour le désamianteur, excusez-moi, et il faut simplement qu'on se parle avec le désamianteur. Alors, on va enfin parler de désamiantage. Donc maintenant, à un moment donné, on va nous intervenir sur des chantiers dans lesquels il y a eu ces fameux rapports. Aujourd'hui, vis-à-vis du CIRTA, on est, je ne vous cache pas, content d'un côté, mais un peu inquiet. Alors un peu inquiet, pourquoi ? Parce que, on le voit, hein, c'est-à-dire qu'il y a quand même une énorme difficulté déjà, dans un premier temps, à savoir de quelle façon le diagnostic demain va être effectué. Alors, on est satisfait parce que jusqu'à maintenant, les diagnostics, c'est pas ça, hein, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de manques, il y a pas mal de vides, hein, on le vit nous tous les jours, mais on souhaiterait, nous, demain, en tant que désamianteurs, que ce rapport de désamiantage, ce rapport de repérage, soit déjà comestible. Alors comestible, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on puisse nous-mêmes déjà se l'assimiler, qu'on puisse nous-mêmes déjà commencer à le prémâcher et à le comprendre pour après le digérer. Parce qu'il faut quand même se rappeler d'une chose, c'est que à qui s'adresse ce rapport de repérage ? Avant tout, déjà dans un premier temps, pas que, mais à nous, les désamianteurs, quoi. Ça veut dire que c'est au travers de ce rapport que l'on va définir nos processus, de quelle façon on va retirer cette amiante que vous avez repérée. Au travers de ces processus, on va définir notre analyse de risque, c'est-à-dire que c'est là que d'un coup, qu'est-ce que l'on va mettre, comment on va le faire, quelles sont les protections que l'on va donner à nos opérateurs, quels sont les éléments que je vais mettre sur mon chantier. Et ça va être issu d'un élément qui va être ce fameux rapport de diagnostic préalable et avant travaux. Aujourd'hui, c'est pas clair. Déjà parce que aujourd'hui, c'est pas obligatoire, c'est-à-dire qu'on nous donne les documents nécessaires à éventuellement le repérage de l'amiante, mais ça peut être autant un DTA qu'un rapport avant travaux. Demain, aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Attendez. Aujourd'hui, ça, c'est le donneur d'ordre. Voilà. Mais aujourd'hui, rien ne les oblige à nous donner un rapport avant travaux en bonne et due forme. Il n'y a que la démolition. Ça, c'est quand même sur la démolition. La réglementation nous dit bien tout document susceptible, d'effectuer le repérage de l'amiante. Donc ça peut être... Un DTA n'est pas un document
permettant des travaux de la démolition. Ben, il va falloir ça, l'expliquer à nos clients d'aujourd'hui. Non, parce que mais là, ça, c'est un peu la la norme, difficulté. la Alors, norme. Après, mais c'est- un c'est le- DTA c'est- n'est pas un document. ben, bien sûr. Mais je suis d'accord avec vous, monsieur. C'est exactement ça. Mais ça, il faut en parler à nos clients. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, et c'est ce qui est bien et ce qui va se passer avec cette arrivée de la norme, c'est pour ça, c'est le côté satisfait de la chose que l'on a, c'est que là, ça y est, la base est posée. On aura enfin un diagnostic avant travaux. On aura enfin un document dans lequel les éléments auront été pointés. Alors maintenant, l'interrogation et l'inquiétude, c'est comment va se gérer ce phasage. Hein, on en parlait et c'est ça. Oui, Dire de quelle notamment façon. les investigations approfondies. Voilà, les investigations qui risquent d'être approfondies. lourdes à gérer pour, Comment va se gérer ce phasage? C'est-à-dire que quand on dit qui va mandater le diagnostiqueur, je pense que c'est le client, hein, c'est le maître d'œuvre qui va le mandater. Donc il va y avoir une communication entre des amianteurs à un instant précis de son chantier, un arrêt de chantier qui va définir une durée supplémentaire dans le chantier. Il va falloir voir un peu comment on en discute avec nos donneurs d'ordre et surtout, quelle va être justement l'opération que va effectuer le diagnostiqueur à ce moment-là. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il va venir voir. Tout ça, je pense que il va falloir qu'en amont, il y ait un vrai travail de préparation, et ça vous avez complètement raison, entre le diagnostiqueur et le maître d'œuvre ou le donneur d'ordre. Ça, c'est important. Après, il y a d'autres éléments. Alors, si on peut continuer dans notre inquiétude, hein, c'est principalement sur le fameux contenu des futurs arrêtés et des futures normes qui vont arriver. Et notamment, qu'est-ce qui va se passer lorsque sur un chantier, nous allons avoir des normes qui vont se croiser. C'est-à-dire, c'est-à-dire une intervention dans un bâtiment dans lequel il y a un garage avec un parking en bitume amianté. A priori, la DGT, là-dessus, a dit que les différentes normes apparaître seraient en cohérence. Bien sûr, il faut espérer. Ah, mais on est en France. Hein. Oui. Il est fou, lui. Voilà. Et après, Pas la c'est... révolution ici. Hein. Et après, le dernier élément, ouais, c'est vrai. Et après, le dernier élément, c'est la compétence que va pouvoir avoir le diagnostiqueur dans chaque domaine d'activité dans lequel il va intervenir. C'est ça qui va être intéressant. C'est-à-dire que à partir de là, aujourd'hui, il faut impérativement que cette notion de compétence du diagnostiqueur soit mise en avant. Alors, c'est important, quoi. Oui, bien sûr. On a fait un bond en avant aujourd'hui avec la certification amiante. Je ne dis pas qu'on est arrivé au bout du bout, mais il y a eu véritablement il y a une marge supplémentaire de la compétence aujourd'hui du diagnostiqueur. Aujourd'hui, quand on regarde un rapport de diagnostic avant travaux ou avant démolition, on a normalement l'ensemble des informations. Ce qu'il faut que l'on travaille, c'est la lisibilité de ces informations. C'est clair. Et ça, C'est très clair. Et ça, en réalité, rencontrons-nous et... Non, mais je pense que c'est prévu. Non. Il me semble que c'est organisé et prévu. Non, mais moi je pense que là aujourd'hui, il faut que la FNIM, la FIDI et le CIRTA se rencontrent au mois de janvier. Donc je propose que nous prenions une date en sortant pour que la Chambre des diagnostiqueurs de la FNIM, la FIDI et le CIRTA se rencontrent pour écrire un petit guide sur la lisibilité d'un rapport de diagnostic pour les désamianteurs. C'est quelque chose de très simple à faire. Mais je m'en doute. C'est un grand pas. Mais tous les désamianteurs, bien évidemment. Est-ce qu'il n'était pas prévu un guide d'application de la norme ou... Alors, le guide d'application actuel sur la norme amiante, qui était donc sur l'ancienne norme, est essentiellement basé sur la vente. Enfin, il est basé uniquement sur la vente. Comme la norme aujourd'hui, la 46020, s'applique à l'ensemble des diagnostics de repérage, l'ensemble des repérages amiantes, quel que soit le type de repérage, ce guide n'a plus de raison d'être. Donc il va y avoir une consultation pour travailler sur un fascicule d'explication simple. Le but, c'est que ça soit très très simple sur les questions sur lesquelles les diagnostiqueurs, les désamianteurs puissent se poser sur, encore à nouveau, bien définir la ZPSO, bien définir comment elle a été validée ou pas. Donc il y a certains éléments comme ça qui devront être mis en œuvre. Peut-être effectivement, dans certains cas, au niveau de la vente, peut-être limiter l'application de la norme, parce qu'il y aura peut-être des choses à faire si on a des contre-indications, et on a évoqué sur certains domaines tout à l'heure, puisque la norme s'applique sur tous les matériaux. Elle n'est pas basée par rapport à une liste. La seule liste que l'on a sur la norme, c'est l'annexe A1, c'est-à-dire tous les matériaux dans un bâtiment contenant de l'amiante, alors que la vente, les diagnostics vente
et j'espère prochainement location et également les recherches d'amiante dans le cadre d'un DTA. Là, on se base uniquement sur la liste A et les listes B, que je rappelle, qui sont des listes strictement fermées. Donc on ne va pas chercher tout et n'importe quoi. Donc on n'est pas tout à fait dans le même cadre de travail. Donc peut-être ce fascicule va pouvoir permettre d'éclairer certaines inquiétudes. J'entends moi des confrères qui me disent je ne comprends pas la ZPSO. Dans le cas de la vente, on me parle beaucoup de la vente. Et là, c'est vrai qu'on a un travail de pédagogie. On parlait de pré-rapport tout à l'heure. J'ai des confrères qui me disent non, on va faire choisir pré-rapport. Ah là là, attendez, dans la vente, on ne fait pas de pré-rapport. Hein. Un pré-rapport, je suis incapable de conclure. Dans une vente, on doit conclure. On ne sait pas ne pas conclure. Alors je suis d'accord tout à fait sur... Mais aujourd'hui, le fascicule va nous dire comment faire. Il ne va pas nous dire comment dire. Et le comment dire, on ne l'aura jamais, puisque les modèles de rapport qui sont dans les normes, etc., ne sont pas lisibles. Donc aujourd'hui, je répète, il faut que le CIRTA, la Chambre de la FNAIM et la FIDI, j'avais dit que je dirais 10 fois FIDI pendant la conférence, donc il faut que j'y arrive, doivent se rencontrer en janvier pour qu'on fasse notre guide de lisibilité. Mais moi, il n'y a absolument aucun problème. Mais pensez que ce document est lu par des désamianteurs. Ce document est lu pour que les désamianteurs puissent à un moment donné pointer quels sont les éléments qu'ils vont repérer. Ce document est lu par des désamianteurs qui vont à un moment donné effectuer une proposition commerciale à un client, qui à un moment donné va payer pour faire un retrait d'amiante, qui peut-être a été mal ou pas du tout diagnostiqué. Et quand le désamianteur va annoncer à son client qu'à l'ouverture d'un mur ou lors du retrait d'une dalle, il s'aperçoit qu'il y a des travaux complémentaires à faire, le désamianteur se dit vous êtes, je comprends pas, vous auriez pu me le dire avant. Non quoi. C'est au diagnostiqueur de faire son travail. Et ce qu'il y a de bien avec la norme, et c'est ce bon côté de la chose, d'accord, vis-à-vis de la norme, c'est que là, les éléments vont être tracés. C'est-à-dire que là, d'un coup, il va y avoir vraiment, précisément, qu'est-ce qu'on attend, sur quel élément, etc. Après, nous, des amianteurs, on aura toujours ce problème-là, parce que ce pré-rapport-là et cette lisibilité après les travaux, on restera toujours dans l'expectative de dire au client, vous voyez, ça n'avait pas été repéré. D'accord ? Donc, à partir de là, ça change la validité des travaux, ça change mon analyse de risque, ça change mon processus, ça remet en cause le chantier sur lequel je suis en train de faire. Et vous ne pouvez pas vous imaginer, alors je parle en nom des amateurs parce que je pense qu'on a tous la même pensée. Vous ne pouvez pas vous imaginer lorsque l'on va voir un client et lorsque l'on doit annoncer à un client que l'on vient de découvrir un réagréage amianté, de la colle sous des dalles qui n'avait pas été identifiée, une peinture amiantée. Alors d'un côté, on sait très bien qu'on va avoir des travaux supplémentaires, on est très content, on ne va pas dire le contraire, d'accord. Mais d'un autre côté, on se dit, mais ça peut remettre en cause les travaux initiaux, ça va déranger mes ressources, ça va bouger en fin de compte ma planification, ça va m'obliger à effectuer un avenant à mon plan de retrait et tous les éléments. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, un diagnostiqueur, je suis désolé, n'est peut-être pas allé plus loin dans une démarche d'investigation, n'est peut-être pas allé dans une démarche de questionnement, n'est peut-être pas allé dans une démarche, on va dire, d'aller approfondir sa phase. Et ça, voilà, finalement, demain, on a l'impression qu'il n'y a rien qui va changer. Quoi. Justement, c'est un tort. Attendez. On a 2 minutes encore, puisque... Oui. Ouais, voilà. Voilà. Donc là, on est parti dans je tape sur le diagnostiqueur. C'est facile. Tout à fait. On a un peu l'habitude. On a un peu l'habitude, donc vous inquiétez pas, c'est pas un problème. Là, mais vous nous avez dit à un moment, on utilise des DTA. On ne peut pas utiliser des DTA et taper sur le diagnostiqueur. Absolument, je suis totalement d'accord. Et aujourd'hui, on dit qu'il faut aller plus loin. Il faut que vous connaissiez notre métier et que nous, on connaisse votre métier. Ce qui n'est pas toujours le cas. Donc oui, on a des choses à faire en plus. La norme va nous y aider. C'est ça qui est important. On est d'accord. Il faut absolument qu'il y ait un meilleur travail avec le donneur d'ordre, puisqu'en réalité, le lien entre vous et nous, c'est le donneur d'ordre. C'est lui. Donc, il ne faut pas que le donneur d'ordre, non plus, n'ait pas fait son travail en commandant un diagnostic avant travaux et démolition. Donc, vous devez exiger d'avoir un diagnostic avant travaux ou démolition. C'est ce qu'on fait. On doit exiger d'avoir des plans, on doit exiger d'avoir les locaux ouverts, on doit exiger d'avoir les accessibilités, la nacelle qui nous permet d'aller là ou d'aller là, et ça on doit l'exiger aussi. C'est ce que va donner la norme. C'est pas aussi simple que ça, non, bien sûr. parce que vous avez un donneur d'ordre qui vous dit de toute façon moi je vous donne 10 et je vous donnerai pas 11, et que nous on a la même chose. Le donneur d'ordre il nous dit, attendez, je finis. Finissez. Il nous dit je vous donne 5
Et si on dit, bah oui, mais nous, pour aller en haut, pour faire ça, il me faut 6, et qu'ils ne nous le donnent pas, on est comme vous, on est compliqué. Donc, encore une fois, il y a eu un énorme progrès des diagnostiqueurs sur les rapports avant travaux et démolition. Il faut quand même pas le nier. Ah ben il faut. Il n'y a aucun souci là-dessus. On est encore en croissance d'apprentissage. Et là, la réglementation vient de dire maintenant les diagnostiqueurs doivent avoir la mention pour faire un certain nombre de travaux supplémentaires. Et on est, c'est très bien. Et c'est très bien. On est tout à fait favorable. Et je dis maintenant, il faut que l'on apprenne à travailler ensemble, puisqu'on sait aujourd'hui, alors on le savait avant, mais peu, que le travail que nous faisons, c'est pour vous. Et donc, il faut qu'on apprenne à travailler avec vous. Et si on travaille bien tous les deux, le donneur d'ordre travaillera bien aussi. Parce que c'est facile de nous diviser. Non, c'est pas l'idée, c'est pas de diviser. Ce qui est important en sortant d'ici, c'est qu'on se dise comment on va mieux travailler ensemble. On travaillera dans tous les cas. L'idée de la norme. Non mais voilà, l'idée c'est que cette norme quand même amène autant aux désamianteurs qu'aux diagnostiqueurs un fil conducteur qui puisse à un moment donné arriver à une conclusion, que nous désamianteurs on se pose plus de questions, que dans notre analyse de risque on arrive à définir réellement le matériau que l'on va retirer, de quelle façon on va le retirer, son état, on aurait pu parler aussi de son état, la quantité que l'on va avoir, ça on aura l'occasion d'en reparler après, etc. Et que ça soit bien clair, quoi. Et à partir de là, effectivement, mais on est fait pour travailler ensemble de toute façon. On est fait, puisque dans tous les cas, on ne peut pas travailler sans vous, ça c'est très clair. Et puis de notre côté, on va se retrouver à un moment donné dans une situation où c'est grâce à vous que l'on va continuer à travailler. Et c'est ça qui est important. Et oui, on va se rencontrer avec certains. Alors, si on est fait pour travailler ensemble, oui. Voyons devant nous, parce que toutes les professions en France qui travaillent ensemble se critiquent. Les juges et les avocats se critiquent, les pharmaciens et les médecins se critiquent. Mais le but, donc les diagnostiqueurs et les désamianteurs se critiquent. Le but, faisons ensemble de construire ensemble ce métier. Le but, faisons ensemble de construire ensemble les rapports de repérage et de démolition et que l'on aille vers le même objectif, camarades. Révolution. Je vous propose d'échanger après entre le monde du désamiantage et du diagnostic. Une chose est sûre, c'est que finalement cette norme, si elle est appliquée, ça favorise quand même la communication et la chaîne amiante. Justement, pour améliorer cette communication de la chaîne amiante, dans la norme, il est quand même relativement bien prévu. Je reviens sur les sondages. Il y a un repérage des sondages, il y a une traçabilité des sondages. Donc les zones qui n'ont pas été inspectées par un diagnostiqueur qui aurait pu oublier, donc il y a vraiment une volonté d'organiser sa chaîne de travail, tout son périmètre, son cheminement. Donc il doit éviter des zones non vues. Et vous avez surtout une traçabilité des sondages. C'est-à-dire qu'il faut quand même maintenant repérer les sondages, indiquer sur une cartographie quel endroit nous avons fait un sondage, s'il est positif ou négatif. Tout ça, ça va améliorer justement le travail des désamianteurs, qui aura bien vu que le diagnostiqueur, finalement, auparavant, il avait peut-être fait son boulot correctement, mais il avait mal indiqué. Aujourd'hui, on va pouvoir facilement démontrer que le diagnostiqueur, quand même, fait un super boulot. Alors, moi, j'avais quand même une question, finalement. Aujourd'hui, où en est-on de l'application de la norme ? On l'a dit en préambule, 1er octobre, application pour les marchés publics. Norme d'application obligatoire, va-t-elle l'être ? Où en est-on ? Alors, aujourd'hui, elle est... Depuis le 1er octobre, elle doit être appliquée, mais effectivement, elle n'est pas applicable tant que les arrêtés, c'est ça, donc tant que les 6 arrêtés ne sont pas sortis. Aujourd'hui, la norme, elle est pas de portée réglementaire. Ouais. C'est une norme qui est, comme la plupart des normes dans nos métiers, c'est avant tout un élément des règles de l'art. Elle est sortie en juillet 2017. Les personnes qui font du repérage amiante peuvent s'appuyer sur cette norme ou pas. Moi, je leur conseille, et je pense que la FIDI et la Chambre des diagnostiqueurs de la FNIM souhaitent que les opérateurs de repérage s'appuient sur cette norme, parce que c'est avant tout leurs règles, c'est les règles de l'art, et je vois difficilement faire une autre méthodologie de recherche sur l'amiante que cette norme. Toutefois, les marchés publics vont exiger à partir du 1er octobre 2017 cette norme, et c'est vrai que ça va être difficile de faire des diagnostics amiante avant travaux en dehors de cette norme. Et je pense encore plus par rapport à nos compagnies d'assurance qui nous assurent. Je vois également mal nos compagnies d'assurance nous soutenir, nous appuyer s'il y a une erreur de jugement faite par un professionnel. Donc je conseille vivement à tout le monde d'appliquer cette norme, même si elle n'est pas réglementaire.
Alors moi j'ai une question aussi. Et nous les désamianteurs, est-ce qu'on est en droit de demander aujourd'hui, justement à notre donneur d'ordre, que le diagnostic qu'il va nous fournir soit en appui de la norme? Oui. Oui. En droit, vous faites ce que vous voulez. J'ai bien compris. Oui. Vous faites ce que vous voulez, et vous savez que c'est plus compliqué que ça avec un donneur d'ordre. Hein. On se bat pour avoir des chantiers. Il y a 1000 désamianteurs, je les ai recomptés ce matin. Hein. Il y a 1000 désamianteurs, les diagnostiqueurs, il y en a 5000. Et donc, c'est un peu compliqué. Mais je suis d'accord tout à fait avec M. Marchand en disant sur les travaux et la démolition, il n'y a pas de débat. Il faut appliquer la norme et il faut qu'on aille sur une application, je dirais, optimiste de cette norme. Hein, comme on l'a dit tout à l'heure. Sur la vente, je serais un petit peu plus tempéré. Parce que sur la vente aujourd'hui, on fait un bon travail. Appliquer la norme aujourd'hui sur la vente, ça va faire des coûts réellement supplémentaires. Ça va être compliqué à faire en sorte que ces coûts soient répercutés sur le client. Et aujourd'hui, on ne gagne pas des 100 et des 1000. Hein. Donc, voilà, ça veut dire que, vous peut-être, mais moi non, vous savez ce que c'est difficile. Et donc, je pense aujourd'hui que sur la vente, il faut qu'il y ait une réflexion pour voir est-ce que l'on peut appliquer la norme ou pas. Elle n'est pas obligatoire, elle n'est pas d'application obligatoire. Hein, mais sur les travaux et sur la démolition, je suis tout à fait d'accord, et la FIDI là-dessus est très claire, il faut que la norme soit appliquée. Alors, je vous propose de conclure pour laisser un petit peu de temps aux questions. Alors, en conclusion, on a voulu replacer un petit peu cette norme 46020 dans son contexte beaucoup plus large. On l'a dit en préambule, l'avant-travaux, elle sera, la DGT la souhaite d'application obligatoire pour la réalisation de l'avant-travaux. Il y a 6 arrêtés donc à paraître pour figer, pour donner, pour figer la réglementation sur l'avant-travaux, donc dans les 6 domaines, dont le premier arrêté immeuble bâti devrait arriver selon la DGT premier semestre 2018. Les autres suivront. Donc parallèlement, il y a les chantiers normatifs également, alors avec une norme pour chacun des domaines, navires, aéronefs, etc. Et tout ça doit être achevé, selon la DGT, pour le 1er octobre 2018. Bon, il faut savoir qu'actuellement, les autres chantiers normatifs sont seulement en train de démarrer. Donc voilà, donc on souhaitait remettre un petit peu cette norme dans son contexte avant travaux. Voilà, vous montrer aussi combien l'année 2018 sera également chargée en termes d'évolution réglementaire.